que je vous propose, c'est qu'ensemble, nous puissions regarder un petit peu les applications des fluides supercritiques au sens très très large dans le domaine de l'énergie. Alors en deux mots, les fluides supercritiques, j'ai oublié l'état fondamental plasma, mais les trois fondamentaux que l'on peut de manière quasi sensible toucher, ce sont l'état solide et l'état gazeux. Et puis, il y a non pas un état fondamental, parce que ce n'est pas un état fondamental, c'est une phase, la phase supercritique, qui est la discontinuité au niveau de la courbe d'équilibre électrique du gaz. Et alors, pourquoi ce n'est pas un état fondamental? Parce qu'il n'y a pas de discontinuité. C'est-à-dire qu'on passe de manière continue de la phase liquide à la phase supercritique, de la phase supercritique à la phase gaz, sans discontinuité, sans justement avoir de bouleversement énergétique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de définition stricte d'un état thermodynamique. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que vous l'avez sur cette planche-là, les fluides supercritiques ont des propriétés physico-chimiques très particulières, en particulier la viscosité qui va être proche de celle d'un gaz et la densité qui va être plutôt proche d'un liquide. Et puis les coefficients de diffusion, autodiffusion, D1,2 et D2,1, qui sont des coefficients de diffusion qui sont une diffusivité qui est vraiment intermédiaire entre les deux états, l'état liquide et l'état gazeux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le CO2 supercritique. Alors, il y a deux trucs qui m'intéressent, le supercritique et le CO2 supercritique. Vous avez ici un océan en saphir avec du CO2 liquide surplombé par du CO2 gazeux. On est ici, on se balade entre un biphasique et liquide gaz. Et quand on se rapproche ici du point critique de la discontinuité, on va y arriver. Au moment où la courbe d'interface commence à s'ouvrir, c'est que nous sommes ici au point critique. Et là, nous sommes maintenant ici dans la phase supercritique. Vous voyez, c'est une phase homogène qui va se comporter comme un gaz en termes d'occupation de tout l'espace rendu disponible. Donc, le CO2 supercritique, il a aussi le bon goût de présenter un pouvoir solvant qui va être un pouvoir solvant proche d'un solvant organique qui s'appelle l'hexane. Donc, c'est un solvant apolaire. Et depuis de nombreuses années, on fait beaucoup de chimie. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu quels sont les exemples d'application des fluides supercritiques dans le domaine de l'énergie. Alors, ça va toucher trois grands domaines. Le domaine des ressources, le domaine de la production d'énergie, mais même si ce terme est galvaudé, puisqu'on ne produit pas l'énergie, l'énergie, elle existe de manière intrinsèque, on ne fait que la transformer et la transférer d'un compartiment à un autre. Mais bon, voilà, production et aussi recyclage. Et vous allez voir que les fluides supercritiques vont pouvoir être appliqués dans l'ensemble de ces compartiments. Donc, je vais vous parler des microalgues et donc des bioraffineries, c'est-à-dire l'extraction par CO2 supercritique de composés lipidiques qui sont utilisés et utilisables dans le domaine de la pharmacie, de la cosmétique, mais aussi des carburants et des biocarburants. Je n'en parlerai pas, enfin j'en parlerai très très peu, mais vous dire aussi qu'en face des grands enjeux énergétiques se trouve l'accès aux matières premières critiques et l'extraction de terres rares en couplant un extractant et du CO2, c'est un champ scientifique et technique qui est en train de se déployer. Je vais vous parler de la conversion, des cycles de conversion qui utilisent le CO2 supercritique, le CO2 gazeux et le CO2 supercritique, notamment le cycle de Brayton, dont on voit à l'heure actuelle au niveau des publications une augmentation assez significative. Et puis vous verrez comment les gaz et y compris même les fluides supercritiques sont imaginés dans les réacteurs de quatrième génération. Et vous voir un petit peu des exemples de montage et de design qui existent. Je vous parlerai aussi de la fabrication, grâce au CO2 supercritique, de matériaux particuliers, notamment des matériaux, vous voyez ici des mélanges nickel-zirconitrier en décerné qui vont être utilisés dans les électrolyseurs haute température de manière à produire de l'hydrogène. Et puis je terminerai avec une application de recyclage qui est portée par mes collègues marcouliens, où on a développé un procédé qui permet de délaminer les panneaux photovoltaïques en utilisant le CO2 supercritique. Voilà, donc je vais commencer par l'extraction et la valorisation du liquide pour des carburants et autres applications grâce au CO2 supercritique, avec, je vous l'ai dit, le fait que le CO2, c'est une alternative maintenant depuis quasiment 50 ans, à l'extraction conventionnelle par solvant, par solvant et ou
avec la température, comme l'aérodistillation. Et donc, c'est cette extraction qui va utiliser des solvants parfois toxiques, mais aussi qui va dégrader les biomolécules du fait de l'usage de température et beaucoup étudié de manière à pouvoir développer des procédés durables, utilisant les micro-ondes, les filtrations, des solvants dits solvants verts, et puis le STCO2, le CO2 supercritique, qui depuis 50 ans est étudié dans ce cadre. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le point critique du CO2, il est intéressant, puisque la température critique, c'est 31 degrés Celsius, et la pression critique, c'est 73 bars. Donc, au-delà de la pression et de la température critique, le CO2 va être en phase supercritique, il va devenir un solvant. Et ce qui est très, 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 très intéressant, c'est qu'en fonction de la pression et de la température que vous allez appliquer, vous allez piloter la densité de ce gaz supercritique. Ça peut être soit un gaz très peu dense, soit un gaz très dense. Et en jouant sur la densité, vous allez jouer sur le pouvoir solvant. Je vais faire une corrélation très simple et très, très rapide. Plus le CO2 sera dense, plus son pouvoir solvant sera élevé. Et plus donc, on va être en capacité d'extraire toute une partie de molécules acceptables dans ce cadre-là, des composés très apolaires comme les lipides, là il y a une très grande affinité, mais on peut aussi travailler sur l'extraction d'arômes, de pigments, de composés phénoliques, tout ce qui est antioxydant, et aussi d'exemples assez historiques de la caféine, qui a été la première application industrielle dans les années 70 de supercritique et la décaféination du café. Donc on a une habitude assez importante dans ce cadre-là. Ce qui est plus récent, c'est l'utilisation du CO2 dans le cadre de production d'énergie, avec notamment le traitement des microalgues. Microalgues dont on va devoir cultiver, qu'on va devoir prélever, et on va devoir les mettre en œuvre dans une séquence d'extraction par CO2 supercritique, avec l'objectif de récupérer un certain nombre de molécules et d'atteindre carrément la notion de biodiesel qui rend ces aspects directement utilisables. Alors, vous voyez là, une cellule, des microalgues sont des systèmes complexes, dans lesquels on va trouver une paroi cellulaire, une membrane cytoplasmique, mais aussi donc, des composants internes. Et parmi les gros travaux importants sur lesquels nous sommes penchés, il y a des questions scientifiques et technologiques. Est-ce que la présence d'eau dans les algues, si on travaille sur des algues sèches ou des algues humides, ça a un impact? Ça aura un impact sur l'extraction des lipides, donc des triglycérides. Ou est-ce qu'en utilisant le CO2 supercritique, on va avoir une extraction sélective, suffisamment sélective, entre les lipides, mais aussi les pigments qui sont à l'intérieur? Donc là, aujourd'hui, je vais juste vous parler du premier élément et vous montrer que le fait même de travailler sur une matière première sèche, une matière première humide, a un impact très important. Vous avez ici l'influence de l'eau avec en rouge, vous avez ici des microalgues qui ont été séchées, et en bleu, des microalgues qui ont été partiellement séchées, donc il y a encore 27% d'humidité dans les algues. Donc vous avez ici en mol de trioléine par mol de CO2, donc ça s'appelle la capacité d'extraction, donc le rendement d'extraction obtenu par CO2 supérieur. Et on voit très bien que sur des algues sèches, le rendement d'extraction est beaucoup plus élevé, ce qui s'explique assez facilement par le fait que l'eau induit une limitation cinétique de diffusion et qui va jouer dans le rendement. Donc l'eau, c'est une barrière à l'extraction. Mais ce qui était beaucoup moins trivial, c'est de se pencher sur est-ce qu'on a extrait, quelle est la composition. En gros, l'extrait d'une algue sèche ou l'extrait d'une algue humide est le même. La réponse est non. Et vous le voyez ici, vous avez des acides polymonoinsaturés qui constituent le massif de triglycérides. Et en fonction en rouge ou en bleu, vous voyez qu'on n'a pas du tout le même massif. Et donc la composition, et donc ça c'est très important, puisque cette sélectivité ou cet atout de sélectivité va nous permettre de pouvoir orienter dans les travaux futurs une extraction plus sélective qui nous permet
Le second exemple, je vais en parler très très rapidement, c'est l'extraction de terres rares à partir de minerais en utilisant l'extraction. J'ai juste une seule page, je voulais juste vous citer parce que je pense que dans la transition énergétique, on parle beaucoup de procédés, on parle beaucoup de développement, de déploiement de technologies, mais ne jamais oublier que notre risque serait de passer d'une dépendance à une autre, et passer de la dépendance des hydrocarbures à la dépendance des matières premières critiques, notamment détenues en grande majorité en Asie et particulièrement en Chine, est déjà un sujet et pourrait devenir un sujet encore plus majeur. C'est pour ça que je vais vous montrer que, y compris sur des matrices solides, beaucoup d'équipes dans le monde travaillent sur le fait d'extraire des matières. Le CO2 ne peut pas directement extraire des terres rares, mais l'idée, et vous avez ici des références qui permettront de retrouver des applications. Donc ces métaux sous forme ionique peuvent être extraits avec l'usage d'extractants, de ligands, qui sont souvent même, et on a beaucoup travaillé avec mon ami Patrick Lacroix-Desmazes à l'école de chimie de Montpellier, en particulier pour développer des ligands, des extractants, à la fois très très sélectifs et à la fois extrêmement solubles dans le CO2 supercritique, de manière à avoir des rendements d'extraction. Voilà. Donc, je voulais vous mettre ça aussi dans votre champ de vision parce que ça fait partie des sujets sur lesquels on devra aussi réfléchir à notre souveraineté. Alors maintenant, je rentre dans les cycles énergétiques et l'utilisation du CO2 supercritique en posant la question, est-ce qu'il est possible d'imaginer des applications nucléaires connectées à cela. Alors, le cycle de Brighton, c'est un cycle assez classique où on va faire tourner en boucle un gaz qu'on va chauffer, et cette différence de température va nous permettre d'alimenter donc un système énergétique, de transformer de la chaleur de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et le cycle de Brighton, notamment avec du CO2 gazeux, a été très fortement étudié. Puis très récemment, une dizaine d'années, s'est posé la question d'utiliser non pas du CO2 gazeux, mais du CO2 supercritique pour avoir justement un gaz beaucoup plus dense, donc faire des économies en termes de compression, puisqu'à un moment donné, on chauffe, on comprime, on détend, et plus on sera dense, plus l'énergie de compression sera faible. L'idée c'était de regarder sur l'efficacité, mais les résultats n'étaient pas meilleurs, même pires que ceux obtenus sur les cycles de Rankine. Vous avez ici les rendements énergétiques, et le problème est lié au CP, à la chaleur. Donc, vous voyez ici que en fonction en bleu, à haute pression et de 150 bars comparé à la basse pression, 75 bars, on voit bien que pour la branche froide et la branche chaude, les CP varient énormément. Donc cette variabilité entre les CP des deux branches, qui est vraiment très différente de ce qu'on a sur les gaz modèles, a obligé les ingénieurs et les chercheurs à imaginer et à séparer, en fait, en introduisant un bypass que je vais présenter ici assez rapidement, ce bypass qui, de manière, on va dire, virtuelle, permet de couper ça en deux et de rester à des niveaux où les différences de CP sont importantes, où c'est là où on a vraiment un rendement énergétique intéressant. Donc le fait de se mettre autour du point critique est quand même très intéressant, et avec ce genre de concept, on est arrivé à dépasser les rendements de cycle de Rankine de 30%. Donc derrière, c'est poser la question de dire, justement, ici la source chaude, donc si je connecte ces systèmes-là avec une source chaude, ça pourrait être intéressant en termes de récupération et de transformation, donc, en mettant un compresseur, en mettant un alternateur, de produire l'électricité. Et c'est poser la question du nucléaire, en se disant, si on utilisait un cycle de Brighton CO2 supercritique, est-ce que ça aurait du sens? Alors, ça va être à la base, le premier constat, ça a été qu'on travaillerait avec des pressions qui seront
qui serait supérieur à ce qu'on obtient sur un circuit primaire, donc un réacteur nucléaire. Un circuit primaire où on chauffe dans le parc actuel de l'eau. Si on met un circuit secondaire validé avec du CO2 supercritique, ce circuit secondaire, il sera en pression supérieure. En revanche, il sera intéressant en termes de rendement, donc en termes de licensing, de réglementaire, au sens réglementaire, il y a beaucoup de travail à faire sur la démonstration et la maturité, et donc ce sont des choses qui sont lancées, mais il manque quand même beaucoup de data. Ça n'empêche pas que des projets existent. Il y a un design de TerraPower aux États-Unis, avec un réacteur à eau lourde, un réacteur à gaz, on verra tout à l'heure les définitions. Vous voyez que par rapport à un site, donc ici un réacteur nucléaire avec un combustible, un circuit primaire avec de l'eau, donc l'idée c'était de le coupler avec un. Non, c'est pas de l'eau d'ailleurs, c'est du gaz. C'est en température. L'idée c'est de coupler avec un système, vous voyez qu'on a morcelé, on a splitté de manière à augmenter le rendement. Et là, on est à des pressions de 225 bars et pour une puissance thermique de 200 MW avec une efficacité qui peut atteindre 41%. Donc, ce sont tous ces travaux de développement, de validation dans ce cadre-là pour les circuits secondaires. Il y a d'autres travaux en République tchèque sur des productions plus petites, 20 MW. Donc là, dans ce cadre-là, le circuit primaire et les circuits secondaires, ce sont des sels fondus qui sont connectés directement ici au réacteur. Et on va avoir un cycle de Brighton pour faire la transformation entre la source chaude et la production d'électricité, là aussi 250 bars, 40%. Puis je vous ai mis aussi quelque chose qui est assez intéressant, parce que c'est une vision de nos collègues coréens du CASE, où là c'est un micro-réacteur, donc un réacteur de petite taille, donc 36 MW thermique, avec un concept d'un petit réacteur qui peut fonctionner 20 ans sans refueling, avec une pression de 200 bars et une efficacité de 103%. Alors c'est assez faible, mais comme c'est pendant 20 ans, vous faites fonctionner sans avoir besoin de changer le combustible, ça peut avoir un intérêt économique. Donc ça, c'est le premier niveau d'application, c'est mettre un circuit secondaire ou un circuit tertiaire, donc sur un réacteur nucléaire. Et puis arrive les réacteurs de génération 4, où les questions peuvent se poser aussi dans notre ordre. Alors, je vous ai parlé du GIF, le Forum d'opération génération 4, donc créé en 2001. Donc une douzaine de pays, on vient de signer un framework agreement en début d'année pour relancer l'ensemble des activités. Et vous avez ici les 6 concepts de réacteurs de 4e génération qui historiquement ont été identifiés dans ce cadre-là. Les réacteurs à très haute température, les réacteurs en rapide refroidi au sodium, le réacteur à eau supercritique, le réacteur refroidi au gaz, le réacteur à neutron rapide refroidi au plomb, et les réacteurs à sel fondu. Et en fait, je vous ai encadré en rouge 3 types de réacteurs que je vais un peu plus détailler, on peut vous présenter en termes de développement, parce que c'est là où on va trouver la mise en œuvre de gaz et ou de fuite supercritique. Alors le GIF, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du GIF, qui est une structure internationale donc notre secrétariat est assuré par l'Agence de l'énergie nucléaire, l'AEN, et donc par l'OCDE. Donc je suis élu pour 3 ans avec un leadership team, donc une équipe de fonctionnement de vice-président, de directeur technique et de directeur stratégique, avec l'objectif de déployer le plus tôt et de transformer toutes ces études de 25 ans bientôt d'études en un déploiement industriel, c'est-à-dire focaliser sur des concepts qui sont assez prometteurs. Et moi, à titre personnel, vous imaginez, je pousse les concepts de réacteurs neutron rapide refroidi au sodium, d'un point de vue industriel, mais aussi intégrer les éléments du cycle du combustible dans ce déploiement-là, avec bien sûr tout ce qui concerne aussi les critères de design qui doivent être attendus en design sûr, la sûreté, la sécurité, le maintien de design qui assure une non-prolifération
rappelle en ce moment que, effectivement, la prolifération, la résistance à la prolifération pour limiter le développement d'engins nucléaires non civils reste toujours un sujet important. Alors, je vais revenir sur 3 types de réacteurs. Bon, le VHTR, le High Temperature Reactor, qui est en fait une évolution donc dans les réacteurs à température. Ces réacteurs à température, vous voyez ici, ils sont modérés par du graphite qui va modérer les neutrons. Et surtout, vous voyez, ce sont hélium-cooled réacteurs, ce sont des réacteurs dont le fluide est en gaz. Donc on est bien dans la thématique qui m'avait été demandée, donc de l'hélium. Et dans ce cadre-là, donc les HDR fonctionnent avec des neutrons thermiques, des neutrons lents. Et l'intérêt de ce type de réacteur est qu'il permet d'atteindre une température entre 700 et 950 degrés. Et même des applications à 1000 degrés sont importantes. Et puis, ce type de réacteur peut utiliser des combustibles, l'uranium, plutonium, MOX, mélange thorium-uranium, donc vraiment assez large. Et donc, comme je l'ai dit, on a le graphite en termes de modérateur, mais on a surtout de l'hélium à 70 bars qui va servir donc, en termes de circuit de refroidissement. Donc, des grandes on va dire, marge en température entre le cœur et d'un réacteur de ce type-là et ce qu'on peut avoir sur des réacteurs à haute pressurisée de 3e génération, donc un fusion particulier de TRISO. Et ce qui est intéressant, c'est que ce large spectre de température nous amène à pouvoir avoir des concepts assez simples. On avait 2 ici, le concept Framatome, qui est un concept avec de l'hélium à 60 bars, vous voyez, un réacteur à 600 MW thermique, avec une sortie de température à 750 degrés. On a des choses qui sont aussi petites, énergiques, et plus récentes, c'est une start-up nord-américaine, avec là aussi, on va retrouver l'hélium à 60 bars et le même niveau de température à 60. Alors pourquoi c'est important, c'est le niveau de température? Parce qu'avec ces réacteurs-là, on va adresser au-delà des secteurs, au-delà de l'électricité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi être en production de chaleur bas carbone. Et 750 degrés, c'est quand même un niveau assez élevé qui permet d'adresser des applications dans l'industrie. Et au Japon en particulier, il y a un couplage de réacteurs avec des cycles thermochimiques pour produire de l'hydrogène. Donc ce sont des sujets qui sont très intéressants. On va les retrouver en déploiement, là je vais aller assez vite, donc, au Canada, pour des petits réacteurs, notamment dans la phase des SMR. En Chine, avec un déploiement aussi important, et là vous voyez que l'objectif c'est d'atteindre des réacteurs de puissance beaucoup plus élevée, 1000 MW. Donc des systèmes très très importants. En Europe, donc un certain nombre de sujets. Le Japon, j'en ai parlé avec donc des démonstrations et du développement de réacteurs qui permettent le couplage et la production d'hydrogène. La République de Corée avec des investissements importants. UK, nos collègues de UK qui sont aussi très actifs dans ce domaine-là. Et puis, bon, les USA. De toute façon, vous aurez les planches, donc si ça vraiment vous intéresse, c'est un peu en parallèle des autres publications peut-être, mais en tout cas, vous les aurez si ça vous intéresse. Le X Energy que j'ai évoqué, qui commence à développer ces sujets-là avec des clients comme Dow Chemical, des industriels qui ont besoin de température dans leur fonctionnement. Voilà. Donc voilà pour ce type de réacteur. Alors le second type de réacteur, sont les GFR, Gas Fast Reactor, où là, je dirais, c'est une combinaison entre ce qu'on vient de voir, des réacteurs en température, mais avec des réacteurs avec un mode de fonctionnement à neutrons rapides. C'est un peu couplage des deux. Donc en France, le CEA a beaucoup travaillé sur le développement des réacteurs neutrons rapides pour au sodium, mais on a aussi travaillé à une époque sur les GFR et aussi sur les HTR. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des températures qui sont vraiment importantes, à 850 degrés aussi. Donc là aussi, on
développé par Framatome USA et General Atomics. Et puis, nos collègues tchèques qui ont aussi développé ce genre de concept. Donc, vous voyez que ce ne sont pas juste des designs de laboratoire, ce sont des éléments importants. Je termine avec le troisième type de réacteur que je vous présentais, donc des réacteurs à eau supercritique, où là, on va essayer d'avoir un réacteur qui va être, avant le refroidissement, ne sera pas avec de l'eau sous pression, de l'eau lourde ou légère, mais de l'eau qui sera en phase supercritique. Et le fait que l'eau soit en phase supercritique, on va jouer sur les propriétés de l'eau supercritique. Notamment avec le fait qu'on n'aura pas de changement de phase. Donc on passera d'une phase liquide à une phase gaz. Rappelez-vous, le fait de passer par la phase supercritique évite tout sujet lié à un changement de phase. Donc, alors, pour utiliser donc, l'eau et l'eau supercritique dans ces conditions de refroidissement, il y a deux grandes familles de réacteurs que vous allez très facilement comprendre. Soit vous avez un large, une cuve très importante qui est pressurisée, et ça sera assez proche de ce qu'on a dans les cuves des BWR, les réacteurs eau bouillante, ou les PWR, donc une cuve pressurisée dans laquelle vous aurez l'eau qui va circuler en phase supercritique. Ou alors, vous avez un autre concept qui est que vous mettez donc l'eau supercritique qui va circuler à travers des tubes pressurisés, un peu comme les réacteurs combi. Et la plupart des designs de réacteurs à eau supercritique qui existent sont connectés à ces deux sujets. Donc, ces deux sujets, eau pressurisée à travers une cuve ou à travers une calandre de tuyauterie, fait qu'on va quand même travailler avec tout le spectre possible, donc soit les neutrons thermiques, soit intermédiaires, soit les neutrons rapides, qu'on peut adresser une très large diversité de combustibles, tout à l'heure, oxyde d'uranium, ou du thorium oxyde, du mix oxide. Donc on a quand même une efficacité thermique que j'ai évoquée qui est intéressante, entre 45 et 48%, comparé aux 35% des réacteurs actuels. On peut imaginer un fonctionnement à long terme. On peut l'imaginer, mais en fait, ce qui est une limitation de ce type de réacteur, ce sont les matériaux de revêtement, puisque c'est des chimistes dans la salle, ils savent très bien que dans l'eau supercritique, on a toutes les conditions de pression, température. Alors, si en plus on rajoute du rayonnement, on a les conditions les conditions réunies pour stimuler de la corrosion sous-contrainte, de la corrosion fissurante. Donc, ces notions de tenue en fonctionnement sont les grands challenges autour des réacteurs supercritiques, et vous allez les trouver là. Donc, comment fonctionner dans un environnement complexe, comment qualifier ces procédés dans ce cadre-là, comment tester aussi les différentes briques technologiques pour trouver des solutions qui vont limiter la corrosion de l'eau dans ces conditions-là. Donc, on a toute la thermohydraulique, je dirais, aussi à repenser dans ce cadre-là, pour les écoulements. Et je dirais aussi qu'on a aussi la neutronique, parce que dans ce cadre-là, la neutronique, c'est un média eau supercritique, donc gaz dense, n'est pas quelque chose qui a été largement distribué. Donc voilà, donc des challenges très stimulants pour la recherche, mais qui sont encore là et qui vont forcément impacter le développement industriel. Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc au Canada, alors là vous voyez typiquement le concept avec les tubes, comme en Chine par exemple, avec ce concept-là, alors qu'ici au niveau japonais vous avez le concept de la cuve qui va contenir sous pression l'ensemble de l'eau supercritique. Donc encore des projets chinois ou japonais, et puis donc un projet russe dont on a perdu un petit peu la trace maintenant, mais qui avait été développé dans ce cadre. Voilà. Donc voilà, ce que je veux vous montrer, c'est que l'énergie aussi peut être adressée dans le cadre réacteur nucléaire, mais l'énergie et les gaz, et en particulier les gaz denses, ont un rôle à jouer dans ce cadre-là. Je passe à la dernière application, celle de la fabrication de matériaux dans un milieu réactionnel que le CO2 supercritique pour les réacteurs, pour l'électrolyse à haute température. L'électrolyse à haute température, c'est quelque chose qui est très important pour nous au CEA, puisque c'est une partie importante de notre activité.
Bon, l'hydrogène, qui n'est pas une chose d'énergie, c'est plutôt un vecteur énergétique, parce qu'il faut de l'énergie pour fabriquer l'hydrogène, un peu comme l'électricité. Ce qui est important, c'est que l'hydrogène, on va le retrouver connecté aux énergies primaires, un sujet de stockage et de transport, et un sujet de récupération. Et on voit bien que si on veut fabriquer de l'hydrogène bas carbone, on doit s'affranchir de tout ce qui est production d'hydrogène par craquage du méthane, par vaporéformage du méthane. Donc, la solution qui s'est imposée, c'est l'électrolyse de l'eau. C'est capter la molécule d'eau qui est ici en H2 et en demi de O2. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Pour ça, il faut des électrolyseurs. Et le CEA en particulier, avec Schlumberger, a développé le concept GEMSIA, où l'objectif, c'est de récupérer de la chaleur fatale de manière à pouvoir stimuler le rendement d'électrolyse de l'eau, et donc à augmenter les rendements qui sont améliorés de 80%. En termes cinétiques, et bien évidemment, c'est amélioré. Et ce genre de système d'électrolyse de température, il peut être couplé à tous les systèmes qui posent de l'électricité et de la chaleur, et en particulier pour nous en France, ça peut être du nucléaire ou du renouvelable. Donc vous avez ici, je pense, des choses que vous connaissez, à savoir la structure d'une cellule d'électrolyse avec une cathode et une anode. Et donc la cathode, et les matériaux qui sont mis en œuvre sont du nickel, qui va servir de catalyseur et de conducteur électrique, la zircone électriée, qui va servir de substrat du catalyseur et du conducteur ionique, et puis un média poreux qui va servir, parce qu'on parle bien là aussi du gaz, l'hydrogène étant un gaz, une chose automatique. Et le sujet, c'est que nous travaillons à haute température, 100 degrés, que dans ces conditions-là, en présence d'oxygène, d'eau, il y a forcément des réactions d'oxydation qui sont favorisées, et qu'on a un courant électrique qui est assez élevé, et que dans ces conditions-là, sur les matériaux classiques, on observe une migration du nickel dans la structure qui va jouer sur cette évolution de la microstructure, va jouer sur la dégradation des performances. Donc la gestion de la microstructure, la stabilité de cette microstructure, y compris en haute température, c'est un sujet particulier. Et nous l'avons abordé en développant des méthodes de fabrication où les précurseurs sont solubilisés et donc nickel, zircone et tritium, et la nucléation de croissance est réalisée dans un solvant dans le CO2 supercritique, et de par on va avoir la formation de cristallites et de l'agglomération, donc de particules. Et donc ces synthèses qui ont été réalisées en comparaison avec ce qui se fait dans un solvant inorganique ont montré donc des premiers résultats très intéressants, notamment dans le cadre de la stabilité, là aussi, vous avez des références pour aller plus loin si cela vous intéresse. Donc c'est une autre façon aussi d'aborder les normes. Et je vais terminer avec ma dernière application que j'ai évoquée. Donc on a vu la production, on a vu les ressources, on a vu la production. Là on va être maintenant sur la fin de vie, parce que c'est important. Vous avez ici une photo de panneaux photovoltaïques en fin de vie. Donc, il faut imaginer qu'avec l'augmentation très significative d'énergie renouvelable, en particulier l'énergie solaire dans tous les mix énergétiques, électriques européens, en particulier en France. Donc, alors que nous ne sommes qu'au début, mais il y aura bien un moment où on va commencer à avoir des quantités très très importantes de panneaux photovoltaïques à recycler. Recycler, ça veut dire déjà ne pas en faire un déchet tel quel, donc c'est pouvoir séparer les différents éléments, parce que là aussi, en termes de souveraineté, il est très important d'aller chercher donc les matières que l'on va pouvoir recycler. Et donc la question, c'est est-ce que le CO2 supercritique peut être une alternative plausible à la délamination. Un panneau photovoltaïque, c'est un empilement de différentes couches, vous les avez ici, avec notamment des polymères, le verre.
Et donc, les procédés actuels sont souvent des procédés thermiques, hein, il faut chauffer assez haut, ou chimiques avec l'utilisation de solvants, ou mécaniques par broyage, où là la sélectivité est assez faible, et puis que certains procédés, donc notamment mécaniques, ne sont pas adaptés à des modules qui sont cassés. Ils n'arrivent pas tous en état intègre. Donc l'idée, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser du CO2 supercritique pour faire ce genre de traitement? En fait, la réponse est oui. Et je vais vous la détailler, puisque en fait, à partir d'un élément de ce type-là, voilà ce qu'on obtient après délamination par du CO2 supercritique. Et en fait, tout ça, on l'obtient en trois phases. Donc, une phase qui va être à l'absorption du CO2 dans le polymère, absorption du CO2 sous pression qui va conduire à un gonflement, c'est la phase 1 ici d'absorption avec un temps de contact. Une phase 2 qui va être le moussage, que vous voyez ici sur la vidéo, c'est-à-dire qu'on va commencer à faire chuter la pression, donc le CO2 va commencer à faire des bulles et à mousser. Et puis la phase 3, donc on va revenir à la pression atmosphérique, où là, du fait de l'évolution et du moussage, on va avoir mécaniquement quasiment une séparation par perte d'adhésion entre les différents éléments, une séparation donc des différents constituants. Dans la phase 1, quelque chose assez bien connu, hein, donc l'absorption d'un gaz dense dans un polymère, et ça de manière homogène, cette absorption-là, donc elle a été assez longtemps étudiée. Donc vous avez ici l'exemple de l'EVA, donc en fonction de la pression, hein, puis on augmente en pression, et puis on va intégrer des quantités importantes de CO2. Donc on monte en pression et on reste sur un plateau de manière à charger au maximum. Donc tout ça, ce sont des choses qui amènent à des questions scientifiques, hein, sur la diffusion du CO2 supercritique dans la matrice polymère. Comment donc on a développé des outils de caractérisation pour suivre le gonflement du polymère à l'intérieur. Donc comment le temps de contact entre un plateau et la température jouent dans les paramètres d'absorption. Et puis est-ce que vraiment les niveaux de diffusion obtenus sont suffisants de manière à pouvoir imaginer un procédé rentable. Donc toutes ces questions-là sont en face, je dirais, sur lequel va s'adosser le développement d'un procédé. La phase 2, vous le savez, c'est le moment où on va commencer à faire chuter la pression, donc après l'absorption, et on va avoir une nucléation, une croissance, donc des bulles de CO2, et donc ce moussage à travers un système contraint, lui, est la phase importante. Donc, cette phase du moussage, c'est une opération où on va avoir une nucléation des bulles, création de bulles, et puis après donc une maturation de ces bulles qui va conduire à l'expansion du polymère. Donc là aussi, il a fallu travailler sur la connaissance, hein, est-ce que cette nucléation, est-ce qu'elle est homogène, est-ce qu'elle est hétérogène? On cherche surtout quelque chose d'assez homogène, et pour ça il faut que le CO2 est diffusé de manière homogène. Et que le temps de dépressurisation, hein, c'est la question de congestion marine, hein, le temps de dépressurisation, plus il est court, plus il va générer des bulles de petite taille, qui elles-mêmes vont être nombreuses et vont plutôt être en faveur d'un bon procédé de délamination. Et on a vraiment beaucoup travaillé sur ces sujets-là, de manière à comprendre un petit peu le fonctionnement. Et puis la phase 3, vous la voyez ici. Et là, on a une expansion. Et là, on a vraiment, vous voyez le temps, on est sur maximum 60 secondes, c'est accéléré. Vous voyez que ça va très très vite. Et on a, donc, sans casser le verre, on a vraiment un décollement des différentes couches. Et cette phase de séparation, pour nous, elle était assez importante parce que l'idée, c'était de savoir si le fait qu'on ait sur des systèmes qui soient cassés ou des systèmes qui soient intègres amène un bon niveau de séparation ou pas. Et comment aussi, est-ce qu'il est nécessaire de faire des pré-traitements de manière à pouvoir récupérer ou pas les éléments. Et on a été assez étonné de voir que, y compris sur des objets de grande taille, on avait des bons résultats, puisqu'on est passé à la phase 2, qui est
brevets qui ont été déposés, on a conçu une première machine de manière à, donc pratiquement de 10 litres, de manière à pouvoir commencer à regarder le déploiement industriel, donc avec je dirais des modules de dimension, certes modeste, 20 cm sur 20 cm, ça c'est pas le panneau entier, mais déjà significative en termes de procédés. Et donc vous avez donc ici le développement avec les états de surface obtenus avant et après traitement. Puis sur ce genre de machine, on a pu travailler à la fois sur des modules avec des verres intègres, et vous voyez avant et après traitement ce qu'on a obtenu. Et puis aussi on a travaillé sur des systèmes où le verre était cassé, donc qui n'empêche pas un fonctionnement. Le temps de traitement est inférieur à l'heure. C'est important quand on développe un procédé, en particulier de recyclage, où là les coûts, alors les coûts sont importants pour la planète, mais ils ne sont pas forcément pris en charge par un industriel. Donc l'idée c'est de travailler maintenant sur un concept, et je dirais mon rêve en tant que docteur en génie des procédés, c'est d'imaginer un concept, et on en a beaucoup parlé, les industriels super techniques, de manière à traiter des panneaux taille en pierre. Et ça c'est un peu la réflexion qu'on a, et c'est imaginer un réacteur ou un type d'autoclave qui n'existe pas sur le marché. Donc voilà, c'est assez intéressant de faire le lien entre des mécanismes très fondamentaux liés à l'absorption de gaz dense et leur évolution, et aussi derrière des procédés qui ont du sens, notamment en termes de recyclage. Voilà, j'arrive à la fin, donc j'espère vous avoir suscité de l'intérêt sur la réflexion autour des gaz denses, donc en particulier les supercritiques, et le domaine de l'énergie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément, où le lien n'est pas forcément trivial, mais je pense que c'est un peu la thématique, les gaz, cette année pour la conférence d'école de Bernard Bigot. Il y a beaucoup de concepts. J'ai volontairement voulu vous présenter des choses très très larges, pour vous montrer vraiment la diversité des applications, beaucoup de concepts. Donc effectivement, il faut aussi penser à la réalité, donc on a des possibilités de réalisation qui sont larges. Moi, ce que j'aime beaucoup en tant que chercheur en génie des procédés, c'est qu'on a besoin de connaissances et de compétences dans beaucoup de domaines pour arriver à réussir. Et bien, on a des matériaux, on a des procédés, on a un peu de physique, donc il y a vraiment le besoin de valoriser dans différents domaines scientifiques, et que pour ça nécessite une cartonisation 3D dans l'ensemble des domaines pour arriver, je pense, à avoir des choses intéressantes. Et d'ores et déjà, on sait que les questions scientifiques sont intéressantes. Donc si ces choses-là vous intéressent, je fais un peu de placement de produit, vous m'excuserez par avance, avec un produit qui a déjà 2 ans, qui est Homo Energeticus, donc un peu une vision, un livre que j'ai écrit sur pourquoi Homo sapiens est devenu addict à l'énergie, et surtout qu'est-ce que ça amène comme type de conséquences. Et puis le petit dernier que nous avons écrit à 4 mains avec Maxence Cordier, un ami et un collègue, au calendrier sur l'énergie nucléaire en question pour un monde en transition, donc, qui est sorti il y a à peine un mois, et qui est un livre qui permet quand on ne connaît pas le nucléaire, mais qu'on se pose des questions nucléaires, qu'on veut se faire son propre avis, il y a une centaine de questions, on les met à la tête sur de monsieur et madame Michu, qui entendent parler dans les médias, dans les partis politiques, de nucléaire, pas nucléaire, amis des renouvelables, ennemis des renouvelables. Nous on explique qu'on a besoin de toutes les énergies bas carbone, et que le nucléaire en fait partie, et qu'il va se développer en symbiose avec d'autres énergies comme les énergies renouvelables, et que derrière ça fait appel à beaucoup de concepts, puis on s'est posé des questions du style, on a imaginé des questions du style, est-ce qu'un accident nucléaire peut arriver en France, est-ce que, pourquoi les EPR sont en retard, voilà. Donc, on espère pouvoir partager ces questions avec le plus grand nombre. Voilà, j'ai mis 50 minutes, donc a priori, je dois être dans les temps. Merci à toutes et à tous.
question, c'était sur les réacteurs à eau supercritiques. Alors, ces réacteurs, il faut monter à 250 bars de pression pour avoir l'eau supercritique. Alors, on ne va pas le sens de la sûreté. Déjà, 140 bars, on a des problèmes. 250 bars, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et alors, les D5 des cuves de 250 bars, je n'y crois pas une seconde. Par contre, le concept canadien des tubes de force permet, en augmentant l'épaisseur du tube de force d'un centimètre, par exemple, permet de tenir à 250 bars dans les tubes de force. Mais il y a un problème, tu as évoqué pas mal de problèmes à la corrosion, le neutronique, mais il y a un problème de fond, c'est que lorsque l'eau arrive à l'entrée du combustible dans le tube de force, elle est en pression, mais elle n'est pas en température, donc elle n'est pas supercritique. Et l'eau va rentrer dans le tube de force, dans le combustible, elle va se réchauffer au fur et à mesure, et au fur et à mesure qu'elle se réchauffe, brusquement, elle va changer de phase et devenir supercritique. Et toutes ces propriétés physiques vont changer dans le cœur, et au niveau neutronique, c'est vraiment un truc extrêmement compliqué. Et ça, c'est le problème de fond qui n'a jamais été résolu. Donc, si tu vois tes amis canadiens, c'est là-dessus qu'il faudrait, je pense, leur poser des questions. La corrosion, c'est aussi un gros problème. Hein. Mais cet aspect neutronique de changement de phase dans le cœur du réacteur, ça, c'est pas simple. C'est sûr. Mais merci Joël de ce commentaire, parce que je pense que vous l'avez perçu dans ma présentation. Et en tant que membre du GIF, je me dois de rester neutre sur l'ensemble des concepts, mais la neutralité n'implique pas, je dirais, le fait d'appliquer le principe de réalité. Tu as évoqué les principaux points. Donc, je parle de la corrosion. Effectivement, tu as rappelé la notion de la neutronique dans ce cas-là, la thermohydraulique aussi, parce que quand tu parles de changement de phase, du change de propriété aussi physico-chimique, densité en particulier, la coefficient de diffusion, donc en termes de thermohydraulique, il y a aussi un impact majeur. Alors, je pense que aussi, puisque tu as fait un peu d'histoire, si on regarde la réalité, vraiment les équipes les plus porteuses dans le monde sur les réacteurs de ce type-là sont les Canadiens. Les Canadiens qui, avec les réacteurs Pandu, ont justement ce concept de pression. Et je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Mais j'ai à peu près, voire même totalement, les mêmes réserves que toi sur le déploiement technologique, au sens où il y a encore beaucoup de choses à démontrer dans un fonctionnement de ce type-là. Oui, merci Stéphane pour cette super conf. Et puis félicitations, parce que ton livre n'est sorti que depuis 2 mois, mais j'ai lu hier que tu avais reçu le prix de la SFEN avec Mag. Merci, oui, donc, félicitations. Hein. Pour ça. Je voulais aussi rendre à César, parce qu'on a bien, via une collaboration entre la DRF, l'ICSM et la DES de Marcoule, on a aussi travaillé grâce aux supercritiques, aux flux supercritiques sur l'extraction des métaux dans le recyclage des déchets électroniques, mais aussi en utilisant des gradients, ce qui est assez novateur. En utilisant des gradients dans les supercritiques, on a réussi à extraire des molécules dans le CO2 supercritique pur, en utilisant le châtelier et le CO2 comme un conveyor belt qui permet, même malgré la très faible solubilité, d'extraire dans un plastique des rotateurs de flamme et les déposer sous forme cristalline de l'autre côté du réacteur, et du coup comme ça en faisant des allers-retours. Et tout ça a été une belle collaboration entre les 3 équipes. Et enfin, on parlait de multidisciplinaire, et une autre chose qu'on peut citer, et je pensais que tu allais en parler parce que c'est quand même assez superbe. Dans les flux de supercritiques, on a quand même découvert le 4e mode de transfert de la chaleur. Tout le monde dit qu'il n'y en a que 3, mais en fait il y en a 4. Et le 4e a été démontré notamment grâce à Patrick Guénoun à la DRF et via des manips dans la navette spatiale sur le transfert de l'énergie par un mécanisme de transition de phase dans des micro-domaines de supercritiques de détente abédiatique. Et même dans de très nombreuses pages web, j'ai encore regardé tout à l'heure, il part toujours que des 3 mécanismes, mais ce 4e est oublié, et il joue un rôle absolument fondamental dans les transferts d'énergie, dans tout ce que tu as parlé aujourd'hui. Donc je ne sais pas si tu veux commenter un petit peu justement sur ce point. Déjà, je te remercie, merci pour ce
commentaire et des excuses parce que forcément, je n'ai pas parlé de tout et de tout le monde. Mais oui, bien sûr, il y a des travaux qui ont été faits, notamment à l'ICSM et en collaboration, donc DRF, DES, sur ces sujets-là. Non, sur l'aspect que tu viens d'évoquer, sur le transport de chaleur, je pense que ça serait même intéressant que peut-être toi ou un de tes collègues puisse faire une conférence, en tout cas une présentation là-dessus, parce que ça fait partie des choses qui ont été obtenues, qui sont des beaux sujets, mais sur lesquels on a peu communiqué globalement. Oui, tout à fait. Patrick Guénoug est très humble, mais son travail est absolument fondamental. Hein. C'est quand même le 4e mode de transfert de l'énergie thermique qui a été démontré, et c'est vrai qu'il en parle rarement. Il faudrait qu'on l'invite. Je ne suis pas capable d'en parler de manière intelligente. Donc il vaut mieux vraiment que ce soit des personnes qui ont parlé là-dessus. Mais c'est un très très beau sujet, tu as entièrement raison. Une bonne idée de... Oui, alors, ça fait plaisir d'avoir un capitaine qui sait naviguer, qui sait où sont les rochers et en plus qui décide où on va mettre la barre. C'est pas toujours le cas dans tous les organismes, dans tous les ans, ça fait vraiment plaisir. Et c'est pas pour te passer la pommade en public que je dis ça, c'est une réalité. Je me souviens de cours où tu posais des questions maïeutiques, comment on est plus ou moins loin en température, comment varient les pouvoirs solubilisants, les énergies de transfert, etc. Stéphane, du temps où tu n'étais pas encore grand chef, tu donnais des cours, tu posais des bonnes questions qui donnent encore sujet à certaines recherches en particulier. Et alors, en plus, aujourd'hui, j'ai appris un truc, pourtant ça fait longtemps que je bourlingue, je connaissais pas ton histoire de deux extracteurs à deux températures différentes. Ce truc-là, ça marche aussi avec un cosolvant, ou il faut un cosolvant, ou ça marche sans cosolvant? Tu peux marcher avec cosolvant ou sans cosolvant. Tu peux complètement le customiser en fonction de l'application. En tout cas, d'accord. Et c'est un truc qui existe déjà, qui fonctionne dans une application, ou c'est sur le papier? Non, tu as des applications. Et c'est utilisé pourquoi? Quand tu as des doubles extracteurs cosolvants, ça peut être pour faire de la séparation très très fine ou de la purification très très fine. Ça c'est vraiment utilisé en cosmétique et en pharmacie. Ah ouais. Où tu vas jouer sur à la fois le pouvoir solvant du CO2, solvant ou non solvant d'ailleurs, du CO2, et que tu vas booster ou tuner avec une fraction, c'est-à-dire quelques pourcents maximum de cosolvants. Souvent les cosolvants, bien sûr ça peut être de l'eau, hein, en agroalimentaire c'est l'eau et l'alcool, hein, les deux cosolvants, mais en pharmacie ou en chimie tu peux utiliser, le but c'est d'avoir un très très faible volume de quantité de cosolvants et de jouer vraiment sur une très très large gamme de pouvoirs solvants ou non solvants, parce que n'oublions jamais que en changeant les joueurs, tu changes très très vite les conditions, les paramètres physico-chimiques, en fonction de la pression et de la température, tu as deux leviers, et le lieu qui était un solvant peut devenir un non-solvant. Donc si tu es un gaz, c'est un non-solvant. Ah, tu vois, on ne connaissait pas, mais les histoires de faire 2 cycles d'extraction à 2 températures différentes, c'est un des brevets phares avec Stéphane Pellerostin et puis Jean Duhamel, qu'on a déposé sans savoir, je crois, ni Stéphane, ni moi, ni Jean, qu'un procédé analogue de 2 extractions liquide-liquide à 2 températures différentes cyclées fonctionnait déjà. Alors, tu vois, on en apprend. Merci de cette remarque. On va regarder ça de près. Merci, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais des questions un petit peu plus fondamentales sur le CO2 supercritique. Quand vous vous baladez dans la phase fluide autour du point critique, thermodynamiquement, on peut se retrouver à définir plusieurs lignes associées, en particulier à une ligne de Widom, parce que vous allez avoir
une très grosse variation de la compressibilité, une très grosse variation de la chaleur spécifique. Et il y a même récemment des gens qui vont maintenant plus limiter en rajoutant une ligne de Frankel sur la variation du coefficient de diffusion. Donc, c'est pas complètement neutre et homogène et parfait. Donc, est-ce que c'est des problèmes que vous avez rencontrés ou des limitations que vous êtes obligé de prendre en compte quand vous explorez la partie pression-température? Ce que vous dites est très 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 important parce qu'en fait, et ça permet de faire le lien entre deux mondes, le monde fondamental. Je vais jouer ancien combattant, mais en 93, moi j'étais en thèse et j'ai eu une bourse de l'OTAN pour aller à l'école d'été sur les faits supercritiques. École d'été avant Internet, avant l'accès à Google, c'est-à-dire qu'en fait vous passiez 15 jours en gros avec les profs qui étaient votre bibliographie. Et moi je me souviens d'un professeur thermodynamique américain qui m'avait dit, bon toi Stéphane, de toute façon tu vas travailler dans les procédés, donc il y a un truc que tu ne dois jamais oublier, c'est que la zone autour du point critique, ici, pour toi, c'est la peste et le choléra au même endroit. Pour les raisons que vous avez évoquées, à savoir que autour du point critique est une discontinuité d'un point de vue thermodynamique. La plupart des propriétés vont prendre soit 0 ou l'infini comme valeur non analytique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système qui est capable de gérer des transitions vraiment à des distances très très proches du point critique. C'est la raison pour laquelle, quand on parle de passage continu, là vous êtes à 73 bars, passage continu c'est ici à 200 bars, 200 bars donc à basse température, à 30 degrés, à 20 degrés, 200 bars vous montez, vous dépassez 31 degrés, là vous êtes en phase supercritique, et là vous allez descendre ici à 40-50 bars, 40-50 degrés, et vous allez faire chuter la pression. Donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas autour du point critique. Alors c'est un sujet très intéressant, parce que malgré tout, quand on travaille sur les aérogels, les aérogels, c'est le séchage de matériaux poreux, notamment céramique, où on va aller enlever le solvant grâce au CO2 supercritique, on va déplacer le solvant par CO2 supercritique. Et donc toutes effectivement ces notions de passage du CO2 supercritique dans un aérogel, donc en termes de modification, c'est extrêmement intéressant scientifiquement, mais en termes de procédé, je réponds à vos questions en modeste ingénieur, on va s'éloigner autant que possible du point critique, pour toutes les raisons que vous avez évoquées. Ce qu'il y a, c'est que la zone superfluide ne se définit pas à partir de la température critique. La zone supercritique peut démarrer même à 200 bars à des températures inférieures à 31 degrés. En fait, ce qui va définir, c'est les propriétés de diffusion. Et il y a une série d'études pour savoir si vous êtes liquide-like ou gas-like à 200 bars vers, je ne sais pas moi, 20 degrés Celsius, par exemple. C'était ça que je voulais dire aussi. Il y a l'extrapolation du point critique dans la phase supercritique, mais il y a aussi, à des pressions et températures un petit peu au-dessus, des gens qui font des mesures pour savoir si on est encore liquide-like ou gaz-like. C'était ça, donc voilà. Mais D'ailleurs, quand on monte en pression, ici, là, vous voyez, on a simplifié avec des traits pointillés verticaux, mais en fait, vous savez mieux que moi, qu'on on va monter en pression, on n'a pas des traits verticaux, on va avoir plutôt, on va dire, une modification, une évolution de la courbe, de transfert de phase, parce que justement, là, les éléments de... Mais ce que je veux montrer sur ce schéma, mon code couleur, en fait, qui est un peu connecté à la thématique telle que Thomas l'a présentée, c'est celle des gaz. Et en fait, le code couleur entre rouge et jaune clair, c'est le code de la masse volumique, de la densité. Et quand vous êtes en phase liquide ou quand vous êtes en phase gaz, le CO2 évolue très peu en termes au sens ingénieur du terme, bien évidemment. En termes de masse volumique, de densité. En revanche, vous voyez ici, en fonction de la pression et de la température, en phase supercritique, vous allez pouvoir adresser un spectre très très large de densité,
plus fluide. Et donc, comme je disais au début, au premier ordre, quand vous connectez cette densité, vous pouvoir se vendre la capacité qu'a la molécule CO2 d'interagir avec d'autres molécules pour pouvoir par affinité les extraire. C'est ça qui, quelque part, le côté vraiment très intéressant. Ce sont cette dynamique rapide dans les évolutions, avec l'effet inverse, c'est ce que disait tout à l'heure Joël sur le supercritique. Vous imaginez qu'un réacteur avec des neutrons, si le solvant change, le liquide de refroidissement change en termes de propriété, ça peut avoir des impacts très importants. Ok, Jean-Christophe, un dernier petit commentaire. C'est pas un commentaire, c'est un retour d'information. J'étais la semaine dernière à la conférence internationale sur la filtration qui a lieu tous les 3 ans, avec 700 ou 800 personnes, et il y avait 4 plénières. Dans une des plénières, il y a un des intervenants qui a justement parlé du CO2 supercritique et des pipelines qui peut exister pour le transfert par centaines de milliers de mètres cubes de CO2 supercritique. Et il disait qu'une des problématiques qu'ils ont à l'heure actuelle, qui est encore non résolue, c'est qu'ils ne veulent pas, bien sûr, décompresser pour recompresser le CO2 pour le purifier. Et ils n'arrivent pas à enlever les impuretés d'huile issues des compresseurs et de toute la mécanique qui est faite, parce que les densités sont trop proches. Et donc, c'était une question ouverte à la communauté du supercritique. Et je pense qu'au CEA, on a de très nombreuses compétences éventuellement pour résoudre cette problématique, d'extraire ces impuretés, qui est un de leurs problèmes. Donc, de mettre au point... c'est des huiles de compresseurs, c'est des traces... Alors, j'ai pas tout compris de la problématique. Il faudrait le recontacter pour essayer de... Ce sont des résidus d'hydrocarbures, souvent. Oui, c'est ça. Et la question est un problème ouvert. Et c'était un appel à la communauté que je transmets ici aujourd'hui. Bien, merci. Stéphane, merci beaucoup. Merci. À bientôt.